Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. 5e épisode des Invisibles. Aujourd'hui, je reçois une femme aux petits soins des sportifs, celle qui soigne les petits bobos. Elle est kiné ostéo, entre autres auprès de l'ASM et du comité olympique monégasque. Élodie Beltrame, bonjour. Bonjour. Kinésithérapeute, ostéopathe, les gens ont parfois tendance à les confondre. Concrètement, c'est quoi un kiné ? C'est quoi un ostéo ? Alors le kiné, de base au niveau du médical, c'est que les gens viennent avec une prescription médicale. Il y a eu un diagnostic établi par un médecin, alors que s'ils viennent chez un ostéo, ils viennent sans prescription et c'est à nous de savoir si on peut agir et que c'est pas une pathologie initiale. Et sinon, on doit faire des bilans pour réorienter chez un médecin pour avoir un vrai diagnostic. Alors après, en dehors de la validation du médecin, à quel moment on doit aller voir chacun ? Ça, c'est un peu au besoin des gens et de leur ressenti et de leur vision des choses. Il y en a qui connaissent pas l'ostéo ou qui n'y croient tout simplement pas. Et je pense que c'est quand ils ressentent le besoin qu'ils ont besoin de mobilité et qu'ils l'expriment. Dans ce cas-là, ils viennent me voir pour un check-up, ou alors c'est parce qu'ils ont une douleur qui commence et qu'ils ont envie de la régler sans passer par la case médecin s'ils jugent que c'est pas important. Et après, dans le cas du médecin et du kiné, c'est que les gens ils ont une vraie douleur type entorse, lésion musculaire. Et là, oui, effectivement, il y a des soins qui sont sur du plus long terme. Parce que kiné et ostéo ne soignent pas exactement les mêmes choses. Si, parce que je peux avoir quelqu'un qui a mal au dos que je vais traiter en ostéo, mais que je peux traiter aussi bien en kiné. La différence, c'est qu'en kiné, on va pouvoir avoir un travail de fond type musculation qu'on n'a pas en ostéo. En ostéo, on est plus là pour donner des conseils pour la suite, mais pas pour aller leur faire travailler justement les muscles et aller dans la prévention de ce genre de pathologie. C'est des rôles qui sont très complémentaires au final ? Ils sont hyper complémentaires. Aujourd'hui, je sais que je peux pas vivre l'un sans l'autre parce qu'il y a des moments où je sens que c'est de l'ostéo qui a besoin et de l'autre c'est de la kiné parce qu'il faut passer par le renfort et que ça, je peux pas le préconiser avec l'ostéo. Quel type de blessure vous êtes amené à soigner chez les sportifs ? Ça peut être la simple entorse à la lésion musculaire, comme j'ai eu le cas d'une fracture de fatigue il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas eu de gros bobos majeurs. Si j'ai eu une fracture de clavicule à une époque, mais dans ce cas-là, c'est plus de mon ressort. J'appelle les pompiers dans l'immédiat, quoi. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent ? On pourrait se dire que ce serait les membres inférieurs plutôt ? Ça dépend le sport. Honnêtement... Oui. Dans le tennis, par exemple, là où vous êtes spécialiste, les membres supérieurs sont particulièrement aussi non, pas tant que ça, en sollicités. fait. Et pas tant que ça, pas tant de blessures ? Non, c'est plutôt le dos en général. Et le dos, parce que c'est un sport de rotation et assez dissymétrique. Donc souvent, le dos prend vraiment sa charge de travail. Et après, franchement, non, plutôt le dos, C'est la blessure qui revient le plus souvent dans l'ensemble des sports. Non, quand même, parce que pour le foot, c'est plutôt moment inférieur, par exemple. La classique entorse à la cheville. Entorse ou même lésion musculaire du ischio du jambier ou du quadriceps. Et même dans le tennis, l'épaule, ça dépend aussi de la charge de travail que l'athlète se fait. S'il est dans une grosse période de travail de service, oui, bien sûr que l'épaule, elle va devoir surcharger et que ça peut être sensible. Et dans ce cas-là, un sportif de haut niveau, il l'exprime, dit ouais, j'ai l'épaule, tu peux me la mobiliser, je sens qu'elle est raide, j'ai besoin que ça bouge, quoi. Donc voilà, c'est l'avantage. Tout le travail qui est le vôtre, c'est un travail d'équilibre. Oui, exactement. C'est l'équilibre du corps, la posture, tout ça, c'est très important. C'est de prévenir et optimiser un potentiel, en fait. Donc l'idée, c'est que l'athlète, à l'instant T, il soit au maximum de son potentiel et en confiance avec son corps. Donc mon objectif, c'est quand ils viennent voir, c'est ok, là j'ai mal là, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je peux jouer, est-ce que je dois réduire un peu ma charge d'entraînement et après on avise, on met des curseurs en fonction des ressentis le lendemain, le jour même, et puis voilà, c'est un travail quotidien. Ouais, parce que le moindre dérèglement en fait à n'importe quel endroit, si on n'est pas vraiment symétrique, ça peut entraîner des dysfonctionnements. Ouais, après moi je pars du principe qu'on n'est pas vraiment symétrique parce que sinon on aurait 2 organes identiques de chaque partie du corps et qu'on a chacun sa propre vision dans l'espace. Donc l'idée c'est surtout que le corps soit orienté dans sa disposition naturelle pour l'athlète. Le calendrier d'un kiné auprès des sportifs,
C'est déjà un calendrier relativement chargé, je suppose, dans le quotidien. Celui d'un ostéo aussi. Pourquoi avoir combiné les deux ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais atteint ma limite de formation en kiné, et notamment kiné du sport, et que j'avais besoin d'une autre vision des choses avec d'autres théories, parce que la problématique de l'ostéo, elle est majeure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui prouvent que c'est plutôt... voilà, on peut considérer ça presque ésotérique par moment, mais par expérience personnelle, je sais que ça peut marcher. Pas plus tard que ce matin, j'avais une patiente... Elle bougeait au niveau de la hanche. Sur mes tests, il y avait une rotation limitée. J'ai travaillé le viscéral derrière la hanche tournée. Et ça, certes, on ne peut pas le démontrer scientifiquement parlant, mais pourtant, c'est un cas réel. Et donc, c'est pour ça que je me dis que quand j'ai les limites en kiné, je peux aller chercher d'autres liens mécaniques, tissulaires, neuro avec l'ostéo, que je n'avais pas en tant que kiné. Parce que l'approfondissement de l'anatomie est beaucoup plus important au niveau ostéo. Vous le disiez, c'est vrai que l'ostéopathie a longtemps été décriée un peu, même diabolisée diabolisée au sein même de la médecine. Hein. Oui, mais ça a évolué quand même depuis 20 ans. Mais je ne suis pas contre ces idées, parce qu'il y a des trucs, pour moi, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. C'est vraiment ça, pour moi, mon idée. C'est que quand on estime certaines théories, elles sont beaucoup trop fumeuses, à mon humble avis, pour que ça soit vrai. Après, chacun a son concept. Moi, j'ai mon concept, mes profs avaient leur concept, et des fois, j'adhérais pas du tout à leur mode d'enseignement, parce que pour moi, ça me parlait pas. Et je pense qu'il faut se faire sa propre idée et sa propre main à travers ce qu'on apprend. Donc, des techniques que j'ai appris d'une manière, aujourd'hui, je les pratique pas du tout de la même façon, parce que ça me correspondait pas. Le fait d'avoir ces deux casquettes de kiné et d'ostéo, est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière auprès des sportifs à mieux comprendre certaines situations ? Alors, moi, pourquoi j'ai tendu vers l'ostéo de base, c'est que, au-delà du fait que j'ai trouvé mes limites dans ma formation, il y avait les Jeux de Paris, je m'étais dit, ok, je me rends bien compte que dans la tête des gens, j'ai beau manipuler comme un ostéo, je suis pas ostéo sur le papier, et que les gens, ils m'assimilent pas comme quelqu'un qui est capable de faire de la thérapie manuelle dans ce sens, et qu'avec le vrai titre, là, le regard des gens, il change, alors que pourtant, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais déjà il y a 10 ans, en fait. Mais pour les gens, c'était pas le même niveau de performance et de compétences. C'est pour ça que je me dis qu'il faut avoir les deux pour tout gérer dans le calendrier, quoi. Et puis ça permet aussi aux sportifs d'avoir un interlocuteur en moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une armée autour d'eux, entre le kiné, l'ostéo, le médecin du sport, le podologue. Ouais, bien sûr. Et puis dans ma casquette de kiné, c'est sûr que j'aurai une approche, et dans l'ostéo, j'en aurai une autre, et je pourrais avoir deux manières d'expliquer aussi de différentes façons comment on peut essayer de régler le problème. Et faut aussi préciser que kiné et ostéo, c'est pas des métiers qui sont là que pour soigner. Vous êtes aussi important dans la préparation physique des sportifs. Oui. Dans ce cas-là, je partirais plus sur de la kiné préventive que de l'ostéo préventive, parce que certaines techniques ostéo, c'est de la kiné, en fait, il ne faut pas se leurrer. Et donc, du coup, je pense plus que l'approche, là, elle est plus kiné qu'ostéo dans ces cas-là. Élodie, vous avez une vraie attache au sport de la Côte d'Azur. Ça a commencé au Crêpes, il me semble, en 2011. À Boulouris, j'avais fait un stage là-bas sur ma dernière année d'études quand j'étais à l'école de Marseille. Et suite à ce stage, ils m'ont appelé pour travailler un petit peu avec eux pour quelques mois. Donc ça tombait bien, parce qu'à ce moment-là, je faisais des remplacements dans différents cabinets et je travaillais sur Fréjus. Donc ça me permettait de coupler les deux. Donc c'était déjà une première approche, et puis je retrouvais certains athlètes que j'avais eus quand j'étais en stage, donc c'était vraiment cool. Et puis c'était un moyen d'évoluer dans une hiérarchie de sport entre guillemets haut niveau, mais chez les jeunes, jusqu'à du très haut niveau chez les adultes. Vous avez enchaîné à différents postes ensuite, et notamment au Stade Niçois par exemple. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience dans le rugby ? C'était incroyable. Franchement, j'ai passé une année mais exceptionnelle avec les garçons. J'y suis allée à tâtons, parce que le milieu du rugby, c'est pas un milieu que je connais de base. C'est un collègue kiné qui m'a introduit dans ce milieu-là, parce que c'était lui le kiné. Et en fait, je m'étais dit, c'est un monde un peu particulier. C'est des gros gabarits, un peu, quand on les écoute, un peu virils et tout. Mais en fait, je me suis super bien intégrée. Ils m'ont fait confiance, alors que j'ai un petit gabarit comparativement à ce que j'ai pu avoir dans les mains. Et en fait, c'était vraiment une super expérience.
je la regrette pas du tout. Et ça, certes, ça s'est fini après une année, mais vraiment, c'était hyper formateur parce que je savais qu'avec eux, je pouvais y aller, quoi. Il n'y avait pas de problème, pas d'angoisse. Ils prennent tellement de chocs dans un match que s'il faut aller un peu taper dans le muscle, pour eux, c'est pas grand-chose. C'est difficile à manipuler un rugbyman. Franchement, c'est le plus simple. C'est bien plus simple un rugbyman qu'une danseuse, ouais. Parce qu'en fait, ils sont tellement massifs et tellement denses qu'on peut aller plus vite à trouver la zone qu'une danseuse. C'est tellement fin, tellement souple que là, par contre, il faut avoir un peu plus d'expérience pour être hyper précis. Et ça vous a apporté quoi, cette expérience professionnellement ? Déjà, découvrir un autre milieu, découvrir d'autres caractéristiques et se rendre compte qu'en fait, il faut toujours travailler et surtout qu'il n'y a rien d'inaccessible. C'est pas parce que j'ai un gros gabarit que je suis pas capable. Et aujourd'hui, j'ai jamais d'a priori face à quelqu'un qui fait 2 m 100 kg. Pour moi, c'est même presque plus facile que, je vous dis, la danseuse d'1 m 60, toute fine, 40 kg, quoi. Vous avez suivi leur montée en Pro D2 ? Ah ouais, j'ai suivi parce qu'en plus de ça, j'ai une copine dont le conjoint travaille pour eux dans la com, si je me trompe pas exactement de son métier. Et donc, effectivement, même si je suis plus avec eux, je suis encore le résultat et je trouve ça génial pour le sport azuréen, surtout que le rugby, c'est pas le plus développé ici. Et malgré qu'on ait quand même Anton Zegdar qui est pas mal dans le coin. Votre histoire avec Monaco, elle commence avec le paddle en 2016, c'est ça ? Ouais, je connaissais le paddle depuis un moment et par le bouche à oreille, on a donné mon nom au directeur de l'époque qui est Christian Collange pour le World Paddle Tour. Et donc j'ai travaillé pour la compétition juste 2-3 jours et c'était pareil, c'était le début du paddle, entre guillemets, dans l'évolution. Et c'était une super expérience que j'ai côtoyé les meilleures joueuses espagnoles, notamment. Et c'est là qu'on se rend compte que le paddle, en 10 ans, c'est quand même un sacré essor. Vous étiez dans l'entretien des joueurs, des joueuses sur le tournoi ? Des joueuses sur le tournoi. Des joueuses sur le tournoi, et c'était top. C'était aussi, je connaissais le paddle depuis 2 ans déjà, donc c'était pas non plus un milieu inconnu. Mais voilà, travailler dans ce milieu-là, j'ai pu continuer grâce à des connaissances aussi de le faire et je trouve ça génial. Et même moi, je le pratique de temps en temps quand je peux. C'est similaire au tennis ? Ah non, pas du tout. Mais en termes de soins et d'entretien. Non, je dirais pas que c'est... Parce qu'en fait, déjà, la prise de raquette est différente, donc les pathologies associées aux membres supérieurs, c'est pas les mêmes. Et en termes de type d'effort, je pense que c'est aussi différent, c'est beaucoup plus explosif et plus court. Non, je pense que c'est quand même un poil différent dans l'approche. Qu'est-ce qui varie dans les pathologies du coup ? Le coude notamment, c'est plus le coude dans la partie interne plutôt que l'externe, alors qu'au tennis c'est l'inverse, c'est plutôt l'épicondyle latéral qui est souvent pathologique. Et pareil, par la gestuelle et la prise de la raquette qui est différente. Enfin, je veux dire, après dans ces milieux-là, souvent pour le sportif de haut niveau, c'est des pathologies, on va dire, de surutilisation, donc type tendinopathie. Et de tout, c'est de manager leur douleur, mais ne jamais les faire arrêter complètement. En 2017, vous avez rejoint le comité olympique monégasque. Oui. Vous avez suivi les athlètes lors des Jeux des petits États d'Europe en 2017 sur 2 éditions. Et 2019. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Pareil, là, je découvrais un autre environnement. Moi, j'aime beaucoup les vies de groupe et l'exigence aussi de soigner des athlètes et de découvrir un autre environnement, découvrir différents sports, différentes expériences aussi. Et je me suis régalée dans les 2 éditions, dans des conditions complètement différentes entre Saint-Marin et le Monténégro, mais avec aussi des beaux résultats, puisque en Monténégro, ils avaient battu leur record de médailles. Et j'avais un lien plus spécifique avec le tennis, parce que voilà, mais j'ai vu quasiment tous les sports, à part l'athlétisme, qui ont leur propre kiné. Et pareil, c'est un moyen de rencontrer, de faire d'échanger et d'agir pour le bien-être des sportifs monégasques et de voir leur réussite, c'est quand même sympa. Vous aviez combien d'athlètes à suivre ? Il y avait, il y avait 70 athlètes facile, une centaine, entre 70 et 100 athlètes. Et par jour, on avait estimé avec Nicolas Polano, avec qui je travaillais, qu'on faisait un nombre de soins, c'était incalculable. On commençait très tôt le matin. À 7h, on commençait, on disait aux athlètes, 7h pour vous qui partez à tel endroit, on fait les straps, on fait les soins. Vous partez, et puis voilà. Et en fait, on faisait un rythme toute la journée de 7h à 23h. Facile. C'est l'usine. C'est un peu l'usine. Mais toute la journée, on était au diapason. Surtout que, par exemple, pour le judo, il faut obligatoirement un accompagnant médical pour tout ce qui est strap sur place. Donc, quand c'était ça, c'était Nicolas qui partait avec eux. Et donc, j'étais toute seule à gérer tout le monde. Donc, oui, c'est du boulot. Mais en fait, c'est tellement un plaisir, en fait, aussi d'échanger avec eux, de voir qu'après, ils vont mieux.
qu'au final, en fait, on se rend pas compte du temps passé avec eux. C'est ce que j'allais vous demander. On arrive quand même à garder le plaisir. Ouais, exactement. Enfin, parce que les relations, ils sont aussi reconnaissants du travail qu'on fait. Ils se rendent compte aussi qu'on enchaîne et que, voilà. Enfin, mais on reste à leur disposition et toujours à l'écoute. Vous avez ensuite passé 3 saisons à recevoir à votre cabinet à Beau-Soleil, il me semble, les joueuses de l'ASM volley et beach volley. Oui. Vous êtes donc de retour dans le sport collectif. Puis en fait c'était marrant parce que je connaissais certaines par le fait du comité olympique, dont Eva qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'ASM. Et pareil, c'est par le biais du préparateur physique que j'ai intégré cette sphère-là. Et je les ai pas beaucoup vues parce qu'elles étaient toutes un peu disséminées dans le département. Mais les peu de fois où j'ai travaillé pour elles, quand il y avait besoin, pareil, c'était découvrir un autre sport, découvrir d'autres manières de fonctionner et d'autres pathologies. Et elle, pour le coup, l'épaule, c'est quand même la principale articulation douloureuse et les chevilles pour les réceptions. C'était une bonne expérience aussi. On entretient comment ces membres-là, justement, au volley ? C'est toujours de la prévention. Moi, je sais qu'avec Rémi Devicy, qui était à l'époque le préparateur physique, j'avais beaucoup d'échanges et on fonctionne encore aujourd'hui comme ça quand on doit travailler ensemble. C'est que moi, je travaille sur mon bilan mobilité, les liens possibles avec ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire et mettre en place. Et lui, tout ce qui était vecteur préventif, renforcement et tout ça, il s'en chargeait. Donc moi, je pouvais libérer et travailler vraiment sur le tissu en lui-même et lui faire tout le travail de fond dans la foulée. Donc c'était vraiment un échange permanent sur le sujet. Vous le disiez, vous les receviez à votre cabinet, vous n'étiez pas au quotidien avec eux. Comment on arrive à garder cette connexion avec une équipe collective quand on les reçoit juste de temps en temps au cabinet? Parce qu'on est disponible. C'est toujours la même histoire. Quand on me disait, oui, il y a un tel qui a ça, est-ce que tu peux l'avoir? Ok, je travaille à telle heure, on se débrouille comme on peut entre 2 créneaux avec les patients, parce que malgré tout, c'est mon fond de vie, c'est ma patientèle que j'ai au cabinet tous les jours. Et on se débrouille, on dit ok, ce soir je peux pas, mais demain matin, telle heure, elle peut venir. Si elle a pas d'autres choses prévues, il faut qu'elle soit là. Et puis voilà, c'est toujours de l'organisation et de l'arrangement entre nous. Vous retrouvez le sport collectif dès 2022. Depuis 2 saisons, vous travaillez avec l'ASM Football Féminin. Oui. On profite d'ailleurs de cet entretien pour les féliciter de leur accession historique en D3. Comment, comme pour le volley, vous lui suivez aussi de loin ou vous êtes un peu plus au quotidien avec elle? Pour l'histoire, en fait, j'ai joué pour le club. J'ai joué au foot pendant longtemps. J'ai joué à l'OGC Nice et puis après, j'ai signé à l'AS Monaco. Je connais un peu le club depuis longtemps. Après, par la force des choses, j'ai arrêté parce que l'école d'ostéo me prenait beaucoup de temps et je me sentais plus au niveau non plus. Enfin, il faut rester lucide. Vous avez joué combien de saisons à l'ASM? 5-6. 5 saisons, facile. À quel poste? Alors, défenseur latéral puis central. Mais je trouvais plus assez de plaisir et ça prenait trop d'ampleur le travail et toute l'exigence que j'avais autour pour pouvoir vraiment être efficiente et continuer de me faire plaisir dans ces conditions. Puis je me suis cassé la main en plus période Covid. Donc entre Covid, la main cassée, j'ai senti que c'était la fin et qu'il fallait vraiment passer à autre chose. Mais du coup, j'ai quand même toujours gardé contact avec le club. Et c'est là que j'ai retrouvé Rémi après le volley, parce qu'il s'est occupé de la prépa physique des filles. Et c'est comme ça aussi que je l'ai rencontré, parce que c'était mon préparateur physique. Et quand il s'est occupé d'elle, je suis allée dans ce sens-là. Quand ils ont eu besoin, ils m'ont appelée. Et pareil, là, c'était un travail... je montais au stade. La première saison, quand il y avait les investisseurs américains, je montais au stade avant les entraînements une fois par semaine pour faire des check-up. Donc, toutes les pertes de mobilité, je manipulais et elles pouvaient aller s'entraîner. S'il y avait des bobos de fond, je faisais un peu des soins. Mais je travaillais en concomitance avec un kiné qui travaille sur Beaulieu, Patrick. Et donc pareil, on échangeait. Et les années suivantes, quand les investisseurs sont partis, là, je suis restée au club, mais c'était juste de l'appoint. On m'appelle s'il y a besoin. Donc j'ai pas eu beaucoup de soins à faire cette année, parce qu'elles habitent beaucoup sur Nice. Et donc du coup, là, c'est un autre confrère kiné, Johan Delray, qui s'en occupe très bien d'ailleurs. Et donc là, c'est pareil, on a un groupe sur WhatsApp où on fait les bilans ensemble et on échange sur les sujets, comment elles vont, qu'est-ce qui se passe, est-ce que de notre côté, on se dit que les voyants sont au vert pour qu'elles jouent ou pas. Et c'est comme ça que ça marche. Et justement, pour la montée en D3, une des joueuses n'était pas bien avant le match. Donc, vu que j'étais chez moi et que je devais monter, Thomas Martini m'a appelé en me disant est-ce que tu peux monter avant pour voir un tel et tout. Je dis oui, je monte. Et puis finalement, j'en ai vu un peu plus. Donc voilà, à voir comment ça évolue la saison prochaine avec la D3 pour les besoins. Ça vous intéresserait moi, d'être plus investi dans le club?
Ouais, ça me plaît, puis j'aime ça, en fait, changer un peu de prisme, agir dans l'urgence sans forcément qu'il y ait le médecin, parce que ils sont pas toujours présents, donc avoir une première démarche diagnostic, même si on remplace pas le diagnostic médical, c'est hyper intéressant. C'est ce qui se passait déjà l'année dernière avec certaines joueuses quand elles venaient en première intention. C'est moi qui disais, voilà, elle a tel signe, tel signe, tel signe. Est-ce que je juge ou pas nécessaire que vous la voyez à vous de voir, mais moi j'ai ça. Si on organise un rendez-vous, est-ce que vous pouvez la prendre Et le docteur Bermond, pour ça, est vraiment génial aussi, parce que hyper réactif. Donc l'année prochaine, s'il faut les suivre un petit peu plus, pourquoi pas. Là, on a déjà établi qu'il fallait sans doute faire des bilans de pré-saison plus poussés que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était un peu difficile avec le départ des investisseurs pour tout mettre en place. Mais là, avec l'arrivée en Détroit, il faut être beaucoup plus précis et pertinent dans notre prise en charge. On parle de football, les calendriers des sportifs sont de plus en plus chargés en termes de compétition, d'entraînement. Est-ce qu'on maltraite trop les corps aujourd'hui ? Franchement, oui. Je trouve que dans tous les sports, quels qu'ils soient, les rythmes sont effrénés. Y compris dans le tennis, on va parler de tennis après, mais il y a énormément de matchs aussi. Les rythmes sont trop effrénés, les vols, les avions, enfin, il y a beaucoup trop de choses en jeu pour aujourd'hui que l'athlète soit en forme toute l'année. Enfin, ou alors il a un corps qui est fait pour ça H24, mais j'y crois pas trop. Surtout qu'il faut prendre en compte qu'il y a le contexte personnel qui peut rentrer en jeu et que un athlète, c'est comme tout le monde, il a des problèmes et s'il les gère pas bien, le risque de blessure, on sait qu'il est majoré. Il y a un contexte psycho-émotionnel à prendre en compte chez chaque athlète qu'on rencontre. Donc, c'est un peu trop pour moi. Je pense qu'il faut... Mais malheureusement, il y a l'enjeu économique au milieu et ça, l'athlète, il subit aussi tout ça, malgré tout. Jusqu'où ça va aller ? Il va falloir attendre que tout le monde se blesse pour que... Je sais pas, parce qu'on regardait au rugby, il y a de plus en plus de commotions cérébrales et les anciens rugbyman, ils ont de plus en plus de pathologies neurologiques associées. Et là, ils sont en train de porter plainte contre les associations et les fédérations à cause de ça. Donc, est-ce qu'ils vont peut-être changer des règles, réduire les risques de contact ? Enfin, il y a plein d'options, mais il faut qu'ils y travaillent, c'est sûr. Un coup de gueule de la médecine aussi ? Peut-être, mais est-ce que la médecine a assez d'aura face à l'enjeu économique ? Je suis pas sûre. Sans doute pas. Je suis pas sûre. Un rythme effréné, vous en avez un aussi. Élodie, on précise qu'en plus de votre activité auprès des sportifs de Monaco, vous travaillez également pour divers organes, la Fédération française et internationale de tennis, oui. Pour des joueurs et joueuses du circuit ATP, WTA, pour la Fédération française de tir, il me semble. Oui, mais je suis pas encore partie avec eux, parce que j'ai intégré le staff par franchement une annonce Facebook, c'est assez cocasse. Mais pour l'instant, ils savaient que je m'occupais plutôt de joueuses de tennis avec qui je partais, donc je lui avais dit ok, je te donne mes dispos, s'il y a un truc qui colle, pourquoi pas, mais s'il y a rien qui colle, on voit. Et il me garde sous le coude parce qu'il savait que ça allait s'arrêter bientôt avec elle. Donc il me dit, est-ce que tu veux toujours continuer ? Je dis oui, je suis toujours intéressée. Maintenant, il faut que ça reste cohérent avec mon planning de cabinet, mon planning de base. Et si je peux partir, pourquoi pas ? Parce que par le comité olympique, j'ai eu des tireurs dans les soins pendant les Jeux des petits États et j'ai continué avec eux au cours du cabinet. Et pareil, c'est hyper intéressant de comprendre les différentes pathologies associées. On peut en parler si vous voulez. Sur le tir. Eux, c'est vraiment la gestion du relâchement au moment du tir, quoi. Et de la gestion du coude et de la tension dans le coude avec les cervicales. Et pareil, il faut être hyper programmé avec eux et leur poser justement les bonnes questions pour trouver la zone de confort chez eux. Vous arrivez à vous y retrouver avec toutes ces casquettes, le cabinet en plus à gérer à côté. C'est beaucoup d'organisation. Là, je pars mercredi pour les championnats d'Europe et on a un groupe WhatsApp en lien. Je vois le coach qui met les horaires d'entraînement. Je dis mais là, Xavier, ça va pas. Enfin, il faut que tu réfléchisses par rapport à autre chose. En fait, je reçois tout par mail ou par WhatsApp et je prends le temps de les lire, et puis quand j'ai mon temps, je prends 1 heure en fin de journée où je me dis ok, ça il faut que je réponde, ça je vais faire, et on repose les bases. Et donc oui, c'est une organisation, mais ça me va très bien comme ça. Vous avez traité de nombreux sports différents, chacun a ses spécificités évidemment. Lesquels vous préférez traiter ? Le sport ou les pathologies ? Les deux. Alors en sport, probablement le tennis et le foot, parce que c'est ce que je connais le mieux, pour les avoir pratiqués et pour suivre ça depuis longtemps. En pathologie, moi j'aime beaucoup le membre inférieur, que ce soit au cabinet ou avec les sportifs. La manière de driver, c'est ce qui me plaît le plus.
mais je sais que l'épaule aussi me fait partie d'un truc qui me fascine parce que c'est un complexe articulaire de 5 articulations et du coup c'est un bon fourre-tout et trouver la zone qu'il faut traiter, c'est aussi un bon challenge. On parlait de tennis tout à l'heure. Vous êtes donc très présente dans ce sport depuis vos débuts professionnels. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis 2001, j'ai eu la chance de rencontrer au cours d'une sélection de ramasseurs de balles et un tournoi WTA Alizé Cornet, et j'ai logé chez elle pendant 10 jours et depuis on est amis. Et donc voilà, j'ai suivi en filigrane sa carrière tout au long et puis moi je suis devenue kiné en même temps. Donc pendant longtemps, je refusais de mélanger les deux, et elle aussi. Parce que notre amitié est hyper importante. Et puis, de fil en aiguille, avec l'expérience, le temps, ça s'est fait assez naturellement. Mais je garde à l'esprit que le plus important, c'est notre amitié. Et donc, du coup, si elle avait d'autres kinés qui étaient là, moi, déléguée, ça ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, parce qu'elle est toujours entourée de gens hyper compétents. Et donc, du coup, c'était aussi un moyen d'apprendre d'eux, comme moi, je pouvais apprendre avec elle quand j'étais en soins avec elle. En plus d'Alizé, vous suivez d'autres joueurs, joueuses ? Oui. Du côté Monaco, Hugo Nice notamment. Voilà, Hugo, on se connaît aussi via Alizé et ça fait un petit moment. Bon, certes, il s'entraîne pas beaucoup ici, mais quand il a besoin, il sait qu'il peut compter sur moi sans problème. Quelles sont les particularités dans le suivi physique, médical du joueur de tennis ? Le changement de surface qui peut avoir beaucoup d'impact. Évidemment. Donc l'enchaînement des tournois aussi. Quand je suis sur le tournoi junior de Beaulieu, ils ont souvent 2 à 3 tournois derrière et ils arrivent tous cassés. Mais chaque année, c'est différent. Une année, c'est l'épaule, une autre année, c'est le dos, et cette année, ils avaient tous les abdos en feu. Donc, et là, pareil, il faut agir en fonction de ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils peuvent jouer, pas jouer ? J'ai eu le cas avec 2 joueurs notamment, deux abdominaux très douloureux. Il y en a une, j'ai laissé jouer, l'autre, j'ai dit au coach, non, je pense qu'il ne faut pas qu'il joue. Et j'ai eu le bon choix, j'ai pris la bonne décision parce qu'il est revenu un jour après, il est venu me serrer la main, il m'a dit on a fait les échos et effectivement il a une lésion de l'abdos, il sera prêt pour Roland, mais s'il avait joué, ça aurait pu être pire. Donc c'est là qu'on se dit ok, on prend pas de risque et c'est gratifiant parce qu'on se dit qu'on a eu le bon raisonnement. Après on sait jamais, hein. Il aurait pu très bien jouer et pas aggraver la blessure, hein, mais bon, quand je sais quelles échéances ils ont, je me dis il faut plutôt privilégier le plus important, et en l'occurrence Roland-Garros chez les juniors, c'est aussi quand même pour ces joueurs-là le Graal, quoi. Donc, et puis un avant-goût de ce qui peut leur attendre quand ils seront professionnels. Si je leur souhaite à tous de l'être, même si on sait qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous parliez du changement de surface, quel changement demande le plus d'attention ? Je pense que tous. Tous, parce que justement, de par l'enchaînement et tout ça, des avions, des décalages horaires, tout est vraiment contraignant. Après, par exemple, la terre, ça va être plus exigeant pour les adducteurs. Le gazon pour les genoux, parce qu'il faut être très bas sur les appuis. Le dur, on va dire que c'est un peu un tout, parce que voilà, on glisse pas, mais il y a beaucoup d'impact. Et c'est une grosse partie de la saison aussi. Donc chaque surface a ses spécificités. Vous intervenez sur le terrain pendant les matchs ? Alors quand je suis kiné sur des tournois, oui. Quand je suis kiné avec un joueur, non. C'est lié à l'organisation du tournoi, les kinés. Donc c'est vraiment plusieurs parties. Là, pour le coup, j'ai vécu les 3 situations. Donc kiné de l'équipe de France des sourds et malentendants. Je les accompagne tout au long de la compétition. Je fais les soins avant, après. Pendant, c'est le kiné de la compétition qui intervient. Et je fais un suivi annuel avec eux parce il n'y en a aucun qui est là, en fait. Donc, je leur demande de me dire s'il y a des bobos, d'agir en fonction. Si je connais du monde sur leur lieu d'habitation, je les oriente directement vers les kinés ou les médecins que je connais. C'est l'avantage, à force, on connaît du monde avec ma manière de fonctionner. Quand c'est kiné de tournoi comme à Beaulieu, là, j'agis sur le terrain et en dehors. Donc là, j'ai un talkie-walkie et on m'appelle. Kiné sur le terrain un tel, machin, pour tel joueur. Et là, j'arrive et je fais mon bilan diagnostic, mais j'ai très peu de temps. J'ai le droit d'avoir le temps
que je veux, entre guillemets, dans la limite du raisonnable pour faire un premier bilan et de dire à l'arbitre, ok, je veux faire des soins. Et là, j'ai 3 minutes pour faire des soins. Donc, comment on soigne un joueur en 3 minutes qui a justement, un souci? c'est là tout le paradoxe, c'est qu'on sait qu'on va pas soigner pour soigner. On va limiter la douleur et essayer de le soulager, mais en soi, soit on le revoit après le match, soit on sait que la finalité, c'est qu'il finira comme ça et soit il abandonne, soit il continue jusqu'au bout, qu'il gagne ou qu'il perde. Le tout, c'est de le soulager sur l'instant T. Et c'est pour ça qu'il faut avoir travailler dur avant, parce que quand vous avez un strap de 3 minutes à faire, si vous n'êtes pas prêt à savoir les faire bien comme il faut, ça peut vite être stressant pour vous. Et ça demande de l'entraînement avant aussi. Il y a des filous qui font venir le kiné. Ouais. Oui, ça sent beaucoup même, mais on a un regard de réserve parce qu'on n'est pas à leur place en fait. Donc on sent quand ils veulent un peu casser le rythme ou qu'ils Vous le sentez tout de suite quand il y a un joueur qui veut casser. À l'expérience on le sent un peu, mais pareil, je vous dis. Et au toucher peut-être aussi. Ouais, au toucher pas forcément, parce qu'ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent et puis vous avez autre chose dans les mains, donc c'est un peu délicat. Il y a un côté subjectif de la chose, mais on le sent parce qu'on voit la physionomie du match et on se dit ok, il est mené, peut-être qu'il veut un peu casser le rythme pour essayer de retrouver un peu d'énergie et repartir, et que le joueur aussi perde le fil de son match. Mais bon, ça fait partie du sport, sinon il faudrait changer la règle aussi. Vous étiez donc kiné de Alizé Cornet, je dis vous étiez, on en reparlera après parce qu'elle a pris sa retraite. Vous avez effectué combien de compétitions à ses côtés? En tant que kiné ou en tant qu'ami? Parce que là, dans ce cas-là, ça peut se dater. En gros, Alizé, je pars en tournoi en tant que kiné officiellement depuis 2020, l'Open d'Australie. Ok. Voilà. Mais avant, je partais en tournoi en tant qu'ami, et il m'est arrivé en 2014 de la soigner pour une lésion à l'adducteur. Avant tournoi, parce que justement j'étais la seule dispo et qu'elle venait au cabinet, ce qui n'était pas facile parce qu'elle habite quand même Cannes, et c'est moi qui lui ai donné le plus ou moins le feu vert à ce moment-là si elle pouvait jouer. Et pareil, c'est délicat parce que la relation amicale prend le dessus et j'avais peur de la décevoir, mais en même temps j'ai agi en tant que professionnelle et je lui avais dit non, tu pars pas. Donc je peux vous assurer que l'après-coup, c'était pas très drôle, mais voilà, je regrette pas. Et donc on va dire depuis l'Australie, elle m'a vraiment demandé officiellement d'être sa kiné, et c'était très bien comme ça. Donc avant 2020, vous étiez en tant qu'ami à ses côtés, à tous les tournois? Non, sinon déjà financièrement c'est un peu compliqué. Tous les tournois majeurs? Moi, j'ai tout fait. Honnêtement, je suis partie dans les plus gros, comme les Grands Chelems, comme un tournoi en Italie, à Biella, un ITF. Je mettais pas de réserve sur le lieu. Le tout, c'était d'être là pour elle en tant qu'amie. Et à partir de 2020, À partir de 2020, on va dire qu'on a un peu plus construit aussi la relation professionnelle. Et c'est quand même pas facile, parce que quand on lui dit j'ai réservé telle heure la salle de kiné parce que tu me l'as demandé, et quand je lui dis c'est l'heure et tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'elle vous dit non mais c'est bon, encore 5 minutes, c'est compliqué, mais on s'impose et puis on prend un peu une soufflante si besoin, mais c'est pas grave, on fait notre boulot quoi, tout simplement. Et pareil, vous l'avez suivi sur beaucoup de tournois? Ouais, alors depuis 2020 j'ai fait quoi? Il y a eu le Covid, le problème c'était aussi ça. Donc il y a eu l'Open d'Australie, après on a eu la Covid. Et je suis repartie en tournoi en 2021 sur la tournée nord-américaine Miami-Charleston, parce que bulle sanitaire, son conjoint ne pouvait pas la suivre, donc elle m'a demandé de l'accompagner. Donc c'était top. Franchement, c'est un bon moyen de savoir si on est prête aussi à vivre H24 ensemble. Hein. C'était sympa. Et après, Luxembourg, Wimbledon. En 2022, j'ai fait Indian Wells. Roland Garros, le Porto Rose. 2023, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les Grands Chelems, à part l'Australie. Et on le répète avec toujours toutes vos activités encore à côté. Ouais, j'ai fait tous les Grands Chelems, et cette année j'ai fait l'Australie et Roland Garros. Alizé a donc pris sa retraite. Après Roland Garros, vous avez eu un message très chaleureux pour elle. C'est une page de votre vie qui se tourne? Oui, c'est une page de ma vie, mais en même temps je suis tellement heureuse pour elle en fait que... Je sais que j'ai vécu des choses extraordinaires grâce à elle, et je l'en suis éternellement reconnaissante, et j'ai eu la chance de côtoyer plein de gens grâce à ça que j'aurais jamais imaginé. Mais en même temps, en fait, je sais à quel point c'est exigeant ce sport et qu'il faut passer à autre chose à un moment donné, et c'était le bon moment pour elle. Pour l'avoir vécu en Australie, l'état émotionnel et tout ça, pour moi c'était vraiment le moment
opportun de dire au revoir au tennis, même si je suis sûre et certaine qu'elle gardera toujours un pied dedans par quelconque moyen, et parce qu'elle est entre guillemets passionnée de ça, elle vit de ça en fait. Donc, elle va moins jouer maintenant. Je pense qu'elle reprendra la raquette. Je vous dis, je suis pas inquiète, mais voilà, elle aura enfin le temps de vivre autre chose en fait. Et ça, je pense que c'est important quand on a tant donné à ce sport depuis son plus jeune âge et qu'on n'avait pas eu une vie vraiment très normale, parce qu'elle a quitté l'école très tôt. Tout ce qu'elle peut vivre aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'elle aurait pu vivre depuis des années. Et pour elle, du coup, c'est presque des nouveautés, alors que pour nous, ça nous semble normal. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment contente de me dire que tout ça, elle ne pourra pas dire « Ah non, je pars en tournoi, ah non, je dois me lever tôt, non, demain, j'ai entraînement ». Et aussi, pareil, on va dire en raison des contraintes de son sport, il y a aussi l'agence antidopage. Et quand vous dites tous les jours où vous êtes, vous n'avez aucun effet de surprise. Vous pouvez dire je pars en week-end tel endroit, on me prépare une surprise. Là, vous pouvez pas. Il faut savoir où vous allez, quoi. Donc ça aussi, c'est un peu, c'est des choses qu'on maîtrise pas et qu'on connaît pas quand on est dans le grand public, qui apportent une certaine contrainte. On retrouve une sorte de liberté. Ouais, exactement. Vous l'avez souvent conseillé physiquement ? Non, parce qu'elle est très bien entourée et que pareil, j'ai un devoir de réserve et que j'ai beau avoir des opinions, je pense qu'il faut savoir rester à sa place. Et elle a des exigences particulières ? En tant pour les soins kinés, elle en a certaines, mais en fait, elle est facile à vivre. Franchement, elle est hyper facile à vivre. Puis, à force, quand vous avez l'habitude de travailler avec elle, franchement, ça passe tout seul. Mais elle est vraiment facile à vivre. C'est pas une joueuse qui a été très souvent blessée en plus. Non, parce qu'elle a une hygiène de vie mais extraordinaire. Enfin, elle est pas du genre à manger des hamburgers tous les jours comme certains joueurs. On sent du vécu là. Ouais. Non mais oui, y en a un qui quand même l'exprime assez souvent entre guillemets, en l'occurrence Benoît Paire, faut qu'on le sache. Mais elle a une hygiène de vie hyper saine. Comment sont préparées, soignées les joueuses de tennis sur des tournois tels que les Grands Chelems, les WTA 1000 ? C'est une grosse machine, comme tous ces les tournois. Autres, c'est que ici ils ont besoin d'aller voir des kinés de l'ATP, WTA, ils prennent rendez-vous, ils y vont directement si c'est un soin urgent. Et après, on va dire que dans le très haut niveau, des joueurs qui sont allés dans les 50-100 meilleurs, il y en a quand même relativement beaucoup qui ont maintenant un kiné personnel. Parce que justement, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe que d'eux au quotidien et que c'est plus simple aussi. Ah oui. Quand on voit Roland Garros cette année, les conditions climatiques, il y a eu des matchs quasiment tous les jours pour les joueurs, c'est très intense. Ouais, c'est hyper intense et puis l'enchaînement, encore une fois, il est monstrueux, donc il faut être prêt, quoi. Et il faut penser à récupérer en permanence. En parlant d'Alizé, elle a écrit la préface de votre mémoire sur le thème de la visualisation. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu chez les sportifs, mais comment ça se traduit en ostéopathie ? Alors, je pourrais vous en parler des heures et des heures de ce sujet. Déjà, il faut savoir que comment j'en suis venue à ça, c'est que pendant le Covid, cours d'ostéo qui n'ont pas lieu, et enfermée chez moi seule. Et je lisais des articles un peu, on occupe le temps, hein, donc je me dis, mais comment je vais faire pour réviser, travailler ma main sans sujet, sans personne, et puis je tombe sur 2-3 sujets sur la visualisation du sportif. Et à ce moment-là, Lizzie avait commencé la méditation. Donc elle visualisait beaucoup et on avait un peu échangé ensemble. Et là, je me dis, j'ai retrouvé mon sujet de mémoire en fait. Comment adapter la visualisation et la représentation mentale en ostéopathie. Donc j'appelle mon prof et je dis bon Florent, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est valable dans l'optique de mon mémoire dans 2 ans ? Et il me dit oui, c'est un bon sujet, mais attention, c'est un sujet très vaste. Il va falloir faire vraiment attention à ce que tu développes parce que tu risques de te perdre. Je dis bon, c'est pas un problème. Je dis, de toute façon, j'ai du temps. Il reste 2 ans devant moi. Je pense que je peux y arriver. Et puis surtout, si je suis drivée en amont, ça devrait aller. Et en fait, en 1 mois, j'avais écrit mon mémoire. J'ai passé des journées entières à lire des choses sur la représentation mentale. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à ça, je comprenais mieux ma manière d'apprendre les techniques. Et ça m'a facilité les choses pour la fin de ma scolarité parce que du coup, le temps passé dessus, je le réduisais au fur et à mesure parce que j'avais compris
que moi, il fallait que je fasse et qu'on me fasse sentir les choses en priorité, plus que j'apprenne un texte bête et méchant. Et donc, à chaque cours, je demandais au prof de passer avec moi et de me faire sentir ce que je, entre guillemets, devais sentir pour dire oui, ça va bien, ça va pas. Et c'était vraiment un avantage majeur parce que j'avais compris de mon côté comment apprendre, et puis ça pouvait permettre peut-être à d'autres de savoir aussi comment apprendre. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Alizée de faire une préface, parce que c'était aussi elle qui m'avait un peu tendue vers ça inconsciemment, et puis en fait on se rend compte que on va dire que c'est deux métiers différents, mais en fait c'est toujours la même chose, c'est qu'on a chacun une façon de penser qui nous correspond et qui permet d'améliorer nos performances de quelconque manière. Alors comment ça se traduit concrètement? Vous répétez des gestes dans le vide? Ouais, il y a la répétition gestuelle, la manière de ressentir dans mon corps, ce qui est un peu plus abstrait pour les gens, mais c'est hyper important, et visualiser dans ma tête. Comment, dans une vision de quelqu'un qui est en train de faire la technique, comment il se place, comment il est organisé par rapport au patient, et comment le patient le vit aussi. Parce qu'effectivement, il y a des techniques où ça peut mettre mal à l'aise un patient. Donc il faut être bon dans l'approche du patient, lui expliquer ce qu'on veut faire et comment on va le faire, pour que le patient aussi, lui, visualise à sa manière et comprenne qu'en fait c'est pour son bien et qu'il n'y aura pas de gestes inappropriés ou dans un autre qui peuvent être mal interprétés surtout. Il y a une visualisation pour le patient aussi. Exactement. En fait, moi, quand je explique aux gens ce que j'ai fait, je leur dis, voilà, vous avez telle structure ici, telle structure là. Le lien, c'est ça. Donc, en fait, en travaillant sur ça, j'essaye de libérer ça et on voit ce que ça donne. Et en fait, le patient, du coup, il comprend mieux les choses aussi. Et j'ai pas besoin de leur dire des trucs trop spécifiques. Des fois, il faut juste adapter sa communication avec le patient. C'est un procédé qu'on pourrait appliquer à presque n'importe quel métier manuel. On applique à tout, même dans le repérage dans l'espace. Tu tournes à droite, à gauche, il y a quelqu'un qui va prendre une carte à plat en 2 dimensions et quelqu'un qui va se visualiser des immeubles en 3D. Et en fait, c'est chacun a sa propre vision des choses. C'est un peu ce que font les coureurs à pied, les pilotes de Formule 1. Les pilotes de Formule 1 notamment, oui. Parce qu'ils font souvent un repérage du circuit sur des simulateurs en fait. Avant de passer à la suite, Elodie, on va faire traditionnel dans cette émission. C'est un petit quiz très rapide. Je vais vous poser quelques questions sur des blessures un peu insolites. Vous allez juste me dire si c'est vrai ou faux. Oui, ok. Alors, on va commencer avec une première question. Est-ce que on a déjà vu un sportif de haut niveau blessé en mangeant? Ça pourrait paraître complètement ubuesque, mais pourquoi pas? C'est vrai. En 2011, dans le tennis, un tennisman, Julien Benneteau, Bennett, en manipulant des baguettes au restaurant japonais, il a fait un mauvais geste, blessure au tendon de la main et forfait pour l'Open d'Australie. Oui, ça arrive aussi dans la vie courante. Bennett, Bennett, il n'est pas son premier coup d'essai sur les blessures un peu folles. Mais, c'est vrai. Il y en a d'autres à son palmarès. La Fed Cup, quand ils ont gagné, il s'est fracturé le pied, donc en dansant. Donc c'était pas mal. Est-ce qu'on a déjà vu un sportif blessé avec des UV? Là, je dirais oui. Par brûlure. Totalement. Ouais. Totalement. En novembre 2013, le footballeur Philippe Mexès, très friand des séances d'UV, est resté un peu trop longtemps dans sa cabine. Inflammation de l'œil gauche, hospitalisation d'urgence pour le défenseur français. Est-ce qu'on a déjà vu un sportif blessé en débouchant une bouteille? Oui, je pense que ça peut être possible. Évidemment, tous ceux qui ont déjà débouché une bouteille de pétillant savent ce que c'est. Normalement, en 2022, sur le Giro, Binyam Girmay est devenu le premier cycliste d'Afrique noire à remporter une étape d'un grand tour. Pour célébrer la victoire, il se plie à la tradition, il débouche une bouteille de Prosecco, sauf qu'il avait un petit peu mal visé. C'est l'œil qui est touché, et du coup, direction l'hôpital et abandon sur le Giro pour le pauvre cycliste. Allez, une petite dernière. Est-ce qu'on a déjà vu un sportif blessé en jouant au Scrabble? Il aurait pu mal se lever et se faire mal, donc pourquoi pas aussi. Eh bien, il n'y avait que des réponses vraies dans ce quiz. Évidemment, l'ancien gardien du PSG, Lionel Letizy, a réussi cet exploit incroyable en 2022 en jouant avec ses coéquipiers Jérôme Alonso et Jérôme Leroy.
Il s'est tout simplement bloqué le dos en voulant ramasser une pièce. Ouais, en se levant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de soigner des blessures un peu insolites comme ça avec des sportifs ? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ou alors ils osent pas le dire. Oui, ils osent pas le dire. Ça, c'est possible aussi. Mais non, là, il n'y a rien qui me vient comme ça. On va passer à un sujet différent. Élodie, vous êtes en contact toute l'année avec des sportives, notamment au football, dans le tennis. Il y a un sujet, entre guillemets, tabou, mais qui est de plus en plus traité dans les médias, notamment grâce à Clarissa Agbenienou. C'est la problématique des menstruations. Est-ce que vous y êtes confronté dans votre quotidien d'ostéopathe ? Alors moi, je pose souvent la question. Après, comme je vous ai dit avant, c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, donc je me garde un droit de réserve quand même parce que je suis toujours honnête avec les gens. Mais oui, effectivement, c'est un sujet qui est très important et comprendre certaines pathologies chez la femme aussi. Et d'ailleurs, certaines joueuses dans le tennis prenaient la pilule pour ne pas avoir leurs règles, pour être prêtes lors des grosses compétitions et pas avoir cet impact-là de la perte sanguine. Les joueuses, les athlètes en parlent librement ? C'est encore un peu tabou. Après, c'est vrai que c'est pas un sujet avec qui j'ai beaucoup discuté, mais je pense qu'entre elles peuvent avoir des discussions, mais ça reste quand même calfeutré. Si une athlète, une joueuse vient vous voir et qu'elle a des problèmes justement liés aux menstruations, est-ce qu'il y a des manipulations qui peuvent être effectuées pour soulager ? Oui, on peut. D'ailleurs, aujourd'hui, on oriente beaucoup plus les gens vers la kiné pour l'endométriose et l'ostéo. Donc oui, il y a effectivement des techniques, mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi parler avec une gynéco et quelqu'un qui est ouvert au sujet. Avec des spécialistes, évidemment. Les performances se sont altérées pendant ces périodes ? Oui. Oui, en fait, vu qu'il y a une variation hormonale, il y a des risques de blessures majorées, et puis le fait qu'il y ait une perte sanguine, c'est ce qui ne va pas au reste, donc on est un peu anémie. Est-ce que depuis que justement Clarissa Agbenienou ait parlé de ces problèmes dans les médias, vous sentez que ça évolue depuis 5-6 ans ? Déjà, il y a des articles. Avant, il n'y avait jamais d'articles dans les médias. J'ai souvenir qu'il y a eu un article dans l'Équipe Magazine, je crois, sur le sujet. Tout à fait. Alors qu'avant... surtout pas, faut pas en parler. Là aujourd'hui, oui, il y a la parole s'ouvre, mais c'est comme beaucoup de sujets, il faut du temps et pareil, tout ce qui est méditation, avant c'était santé mentale, on n'en parlait pas et aujourd'hui ça se développe parce que les joueurs l'expriment et donc il n'y a que comme ça que ça peut évoluer. Et ça bouge un petit peu partout. On a vu d'ailleurs, vous qui suivez le tennis à Wimbledon, ils ont autorisé pour la première fois les joueuses à avoir des sous-vêtements de couleur. Oui, de toute façon, il faut bien à un moment donné aussi faire évoluer les mentalités. Et Wimbledon, pour le coup, c'est quand même génial parce que ils sont très tradition. Donc déjà qu'ils fassent ce pas-là, je trouve ça bien. Après, il faudra continuer, hein, mais c'est fait pour... Les mœurs sont faites pour évoluer en fonction de ce qui se passe dans la société. Et tout ça, c'est le cas. On en parle. Donc il y a les risques de blessures à cause de la baisse d'œstrogène, les risques d'anémie, vous en parliez juste avant aussi, si les règles sont vraiment très abondantes, les risques de performance diminués à cause des hormones, des douleurs. Au final, il y a quand même bien plus de données à prendre en compte qu'on ne pense chez les femmes et le sport de haut niveau. Exactement. Et le sport même de niveau général. J'irais même au-delà de ça, c'est qu'il y a une pédagogie à avoir avec une femme qu'on n'a pas avec un homme. Il y a une manière de communiquer qui est complètement différente. Pour avoir évolué dans les deux sphères et être sportive moi de mon côté, je sais que j'adhérerais pas au même discours en fonction de comment on parle en fait. Et je vois plus ça en tant que chez les femmes que chez les hommes. Les hommes, ça peut être très directif, on passe à autre chose. Une femme, si on a eu un discours et qu'on change de discours, on reste dessus. Et donc ça aussi, c'est hyper important. Une autre problématique, entre guillemets, qui peut toucher les sportives, il y a la grossesse. Comment est-ce qu'on concilie sport de haut niveau et ce qu'on va appeler le projet bébé ? Là, je pense que c'est perçu en fonction de l'athlète et de ses perspectives à elle. Dans le tennis, il y a de plus en plus de joueuses qui sont mamans et qui reviennent. Pourquoi ? Parce que déjà, elles ont peut-être pris le parti qu'elles ont fait à un certain moment de leur vie, qu'elles se sentent capables de revenir. Je parle de Naomi Osaka ou Elina Svitolina, alors que d'autres, ça a été le début de la fin et que derrière, elles ne sont pas revenues. Je pense que ça leur appartient, et c'est hyper délicat parce que c'est en fonction aussi de leur âge, avancé ou pas, et de leur capacité à revenir au très haut niveau parce que ça reste encore très exigeant. Il y a des barrières aussi qui sont tombées, on se rend compte,
dans les médias, partout, on s'est rendu compte aussi que la grossesse n'était pas un frein, y compris pour les entraînements. Non. On a vu des athlètes, des sportifs s'entraîner jusqu'à 8 mois de grossesse. Ouais, et puis moi j'ai eu la chance de voir Elina revenir s'entraîner avec Alizé juste après la grossesse et l'accouchement. Il manquait juste du rythme. Hein. Après, athlétiquement parlant, c'était déjà une machine de guerre. Donc vraiment, c'est pas un frein si elles sont bien accompagnées au niveau physique, médical. Il n'y a aucun risque majeur si elles connaissent leur corps en fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est l'atout majeur, c'est connaître son corps. Les aides médicales a commencé par l'ostéopathie d'ailleurs, pour les femmes enceintes. L'ostéo en fait partie, ouais. L'ostéo en fait partie, comme tout en fait. Comme le médecin lui-même, le gynéco en lui-même. En fait, pour moi, le médical, c'est un tout, c'est pas une personne. Comment l'ostéo, il aide dans ces moments-là ? En limitant les douleurs, en essayant d'accompagner au mieux possible la maman dans ce passage-là, parce que le bébé il doit se positionner d'une certaine manière, et même si encore une fois je le répète, l'ostéo c'est pas prouvé, on voit bien que certaines femmes le ressentent, que ça leur fait du bien, et il n'y a que ça qui compte. Et ça diffère aussi en fonction du sport pratiqué, je suppose. Je pense que quand on est une femme enceinte, on reste enceinte, peu importe le sport pratiqué. Bien sûr. Mais oui, je pense. Mais par exemple, sur de la natation et sur du football, il y a des problématiques différentes. Oui, il y a des problématiques différentes, mais est-ce qu'on les retrouve quand elles sont enceintes ? Je suis pas convaincue. Donc, je traite pas beaucoup de femmes enceintes parce que c'est pas forcément le domaine que je maîtrise, et j'aime pas faire un truc où je maîtrise pas de base. Mais j'ai quand même constaté que c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. C'est les problèmes lombaires, le fait que ce soit lourd à porter, et les jambes lourdes, voilà. Donc c'est surtout ça sur quoi on va travailler. Et après, il y a tout le suivi aussi post-grossesse. Oui. Il y a le postpartum, les premiers mois avec le bébé, et à la fois cette envie de revenir à la compétition. Est-ce qu'il faut conseiller comment ça se faire gère ? Des check-up un peu réguliers à ce moment-là pour justement essayer que le corps retrouve une certaine mobilité presque, j'ai envie de dire, antérieure à ce qu'elle était avant grossesse. Après, le corps, il change avec le temps. Donc, et une grossesse, c'est pas anodin. Donc, il y aura d'autres paramètres à prendre en compte. Est-ce que aussi elle va allaiter ? Donc, c'est pareil. C'est des petits trucs, mais il faut le savoir. Parce que quand elle allait, il faut se dire qu'elle va peut-être se réveiller beaucoup plus souvent, parce qu'il n'y aura peut-être pas le conjoint pour l'aider. Donc, pareil, on sait qu'il y a la fatigue à prendre en compte dans ces cas-là. Il y a d'autres problèmes qui sont liés aussi à l'activité, au sport de haut niveau. Il y a la peur de perdre le niveau, la peur de perdre sa place dans une équipe. Est-ce que certaines athlètes sportives de haut niveau, que ce soit individuelles, collectives, peuvent refuser la grossesse par ces peurs-là ? Il y a ça, et il y a aussi le changement corporel. Pour avoir discuté avec certaines athlètes, la peur du changement du corps est prédominante aussi, parce que ils sont habitués à être quand même assez musclés de base. Donc voir son corps changer, avoir des modifications, prendre du poids, c'est pas forcément leur tasse de thé. Et effectivement, revenir à ce niveau-là, ça demande tellement d'exigences. D'efforts supplémentaires, d'efforts supplémentaires que il faut être prêt à accepter qu'on repart d'un peu plus bas et qu'on va devoir cravacher un petit peu pour y arriver. Donc c'est pareil. Après, c'est des sportifs de niveau qui sont habitués à aller au-delà de leurs limites. Bien sûr. Donc, s'ils sont encore assez amoureux de leur sport et prêts à accepter cet objectif-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Bien sûr. On en voit de plus en plus sur ces 20 dernières années, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, je pense que la plupart des sportives, c'était à la retraite qu'elle tombait enceinte. Elles attendaient la retraite. Je crois que dans le tennis, Lindsay Davenport, par exemple, elle a été enceinte et je suis pas sûre qu'elle ait repris. Kim Clijsters, elle a repris, mais bon, elle est pas revenue beaucoup. La seule vraiment là qui a eu 2 enfants, mais qui donc pendant resté longtemps en inactivité, c'est Caroline Wozniacki. Et là, elle est revenue sur le circuit et elle est proche des 100 mondiales, donc c'est quand même fou. Ce qui montre que ça n'empêche pas la performance derrière. Non, et Lina, elle est dans les 20 ou 30 mondiales, donc là c'est pareil, c'est monstrueux. Pour conclure, Élodie, quel regard vous portez sur votre métier aujourd'hui et sur son évolution depuis que vous avez commencé ? Je pense qu'on a un peu plus de place, on nous accorde un peu plus de crédit, parce que justement, par exemple, la kiné, c'est aujourd'hui beaucoup plus ce qu'on appelle EBP, donc prouvé scientifiquement. On fait beaucoup plus de recherches dans ce milieu-là, donc on a un peu plus de on va dire, de compétences et comment dire,
je sais pas trop comment le dire, de pertinence. Et l'ostéo, ça reste encore, ça évolue parce qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, mais c'est encore un peu plus limité. Et donc je pense que notre place prend de l'essor, mais il faut savoir rester à sa place pour autant. Il ne faut pas s'inventer une compétence qu'on n'a pas ou se dire qu'on est capable d'eux, alors que la science et la physiologie restent de mise. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi non plus avoir un ego démesuré, parce que justement là c'est se tromper en fait. C'est mon opinion personnelle en tout cas. Faut se remettre en question. Faut se remettre en question permanente. Ça fait 12 ans que je suis kiné et je relis encore des cours sur la cheville cette semaine depuis de 300 pages. Je veux dire, même si je fais ça au quotidien, ça n'empêche pas qu'on oublie qu'il y a des choses qui évoluent, des prises en charge qui évoluent et qu'il faut les connaître en fait. Et même des diagnostics. Il y a beaucoup plus de pertinence sur certains diagnostics aujourd'hui que j'avais il y a 10 ans en arrière. Le nombre de tests sur un genou aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois plus que j'ai appris quand je suis sortie de l'école. Donc voilà, c'est ce qui m'aide aussi à évoluer et à être plus pertinent dans sa prise en charge. La médecine, elle est en constante évolution, il y a des progrès tout le temps. Comment est-ce que votre métier peut encore évoluer ? Comment on peut évoluer encore ? En étant encore meilleur dans la prise en charge et en essayant peut-être de rendre les choses plus scientifiques. Parce qu'il y a un côté encore, je pense, où on cadre pas assez, on manque de connaissances probablement. Parce que, par exemple, dans la kiné, moi je m'en rends compte, j'ai fait un DU de préparateur physique pour avoir plus de connaissances sur le renforcement et la manière de planifier. Mais c'est tellement vaste. Je sais que j'apporte des touches qui sont beaucoup plus proches de la réalité, mais c'est encore tellement limité par rapport à un vrai préparateur physique. Et donc ça demande du travail et de l'investissement tous les jours. C'est difficile de tout maîtriser. Ouais, exactement, donc il faut savoir déléguer. C'est pour ça que, comme je vous dis, quand je travaille avec Rémi, moi je sais que j'ai cette compétence-là que lui n'a pas, et que lui il a la compétence qui est améliorée par rapport à la mienne et qui fait la différence. Je veux dire, les kinés qui font un peu tout, il y en a qui font un peu tout, préparateur physique, kiné, ostéo, je les admire, mais en même temps je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une limite ? Je pense que pour avoir discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un de l'AS Monaco au foot, au centre d'entraînement, je lui disais, moi, mon métier, je l'adore, je pense qu'on a beaucoup de choses et plein de compétences, mais des fois, il faut aussi savoir trouver sa propre limite, parce que à force de vouloir tout faire par ego, souvent, en fait, on se perd et on fait n'importe quoi, et c'est pas le but. Le but, c'est de l'athlète et ce qui est sa réussite. Donc, si on arrive à accepter que on peut pas tout réussir avec lui, à s'entourer des gens compétents dans leur domaine, c'est une clé de réussite. Quels sont vos espoirs pour l'avenir ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Mon espoir, c'est toujours autant aimer mon métier en fait. C'est la base. Si je trouve mon compte dans ce métier-là avec un rythme aussi effréné tous les jours, je signe de suite. Et puis progresser encore et encore pour offrir des soins de meilleure qualité possible aux gens, qu'ils soient sportifs ou pas. Et une nouvelle montée pour la SM foot féminin ? Ouais, je leur souhaite. Franchement, je leur souhaite. Je pense qu'ils sont hyper motivés et qu'ils peuvent, en structurant bien les choses, il n'y a pas de raison. On a un cadre de travail ici quand même qui est exceptionnel. J'espère qu'ils auront un terrain d'entraînement aussi beaucoup plus stable et pas trop loin, parce que jusqu'à présent, ils ne s'entraînent pas sur Monaco. Et ça aussi, c'est un frein, parce que il faut aller ailleurs, et ça, c'est pas cool, quoi. Pour les filles aussi, parce que c'est pas facile. Moi, je sais que c'était ça ma limite, c'est aussi faire tous ces déplacements alors qu'on habite dans un endroit et qu'il faut faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route, c'est quand même compliqué. Donc voilà, mais pour la SM, je suis confiante. Je suis sûre qu'ils vont réussir leur pari. Ça prendra le temps qu'il faut, mais s'ils structurent bien les choses, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas une réussite. Des bonnes structures et peut-être un bon staff à l'avenir, avec un kiné, ostéo officiel. Le staff, vous savez, moi je suis part du principe qu'il y a toujours un va-et-vient, et que tant que je suis avec eux et que ça se passe bien, tant mieux. Et puis si un jour il faut passer la main parce que moi j'ai décidé, ou qu'il y a quelqu'un d'autre de meilleur, ou être plus investi aussi, même. Prêt à être investi davantage que moi, j'aurais pas de problème à laisser ma place. Super, merci beaucoup en tout cas, Élodie Beltrame, d'avoir répondu présent pour cet épisode des Invisibles. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite avec un nouvel Invisible. Merci.